Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau. Place à la rencontre et à la conversation avec notre invité. Ce midi, il est auteur de bande dessinée, mais à regarder son parcours et son œuvre, je pourrais aussi vous dire qu'il a eu 1000 vies. Après une prépa en classe littéraire, une école de commerce et une maîtrise de philosophie, il voyage en Espagne, en Argentine, en Tasmanie, au Botswana où il travaille pour une ONG. S'il dessine toujours, tout le temps, partout, c'est en revenant au début des années 2000 dans ses landes natales qu'il en fera son métier. Aujourd'hui, il publie chez Dargaud La pièce manquante, son dernier album, donc le 3e volet d'un triptyque consacré à la littérature anglaise. Bonjour Jean Rambat. Bonjour Nicolas Herbeau. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci de me venir. Avant de faire votre métier, je l'ai dit, d'abord comme journaliste et dessinateur de presse, puis comme auteur de bande dessinée, mais on va y revenir. Que représentait le dessin pour vous ? Le dessin, c'était un plaisir d'enfance. Hein. On était une famille nombreuse, j'étais le petit dernier, et puis je dessinais. J'avais un frère aîné qui dessinait aussi, qui m'initiait à une certaine bande dessinée, Corto Maltese, comme ça, qui avait un côté un peu mystérieux et intriguant pour moi. Et puis, on avait une grande bibliothèque familiale dans laquelle il y avait des classiques, mais il y avait des classiques de bande dessinée aussi. Et alors, j'ai le souvenir de lire et relire Tintin et d'apprendre par cœur, comme beaucoup d'autres enfants, les insultes du capitaine Haddock. Et le dessin en particulier, par exemple, durant ces voyages, tous ces pays que vous avez visités, c'est l'occasion de tenir des petits carnets. Comment ça se passe ? Oui, je faisais ça. Alors, il y a des endroits où c'est plus ou moins propice, où ça, j'ai le souvenir qu'en Afrique, ça crée vite des attroupements. Mais c'était une façon de regarder le monde aussi, d'être attentif au monde et de se dégager un peu des questions de notre époque. J'étais un peu en retrait, comme ça, j'hésitais sur ce que j'allais faire de ma vie. Et le dessin que je pratiquais comme ça, sans envisager d'en faire mon métier, finalement, s'est imposé tardivement, grâce à la bande dessinée. Et dans ces carnets de voyage et dans ces voyages, qu'est-ce qu'on croque en premier ? Les gens qu'on rencontre, les paysages ? Oui, c'était pour moi souvent des moments de détente, de petits d'exercices pour me détendre moi et aussi les autres. Je dessinais quand j'étais en Afrique pour cette ONG, par exemple, il y avait des moments de tension. C'était la fin de la guerre au Libéria et je sais que dans la maison des employés d'Action contre la faim, c'était une façon à la veillée en quelque sorte d'amuser la galerie un peu, de parler d'autres choses, un peu comme aussi quand je joue au rugby, en attendant le match, il y avait la réserve, et puis en attendant le match de l'équipe première, là, je faisais des caricatures aussi, et ça, c'était une façon de patienter dans la bonne humeur. Et puis, il y a toujours des choses qui se passent dans le dessin, qui passent pas par les mots, mais des espèces d'amitié, d'admiration qui se créent un peu bizarres. Quand je joue au rugby, par exemple, il y avait un camarade, un coéquipier qui est mort dans un accident de pluie, qui était une Golgoth, une grosse brute comme ça, qui était fasciné par mes dessins. Alors il me demandait toujours, avant ces matchs-là, mais dessine-moi avec Chirac, dessine-moi comme ci, comme ça, et c'était marrant. C'est la magie du dessin. Donc, on l'a compris, parmi vos passions, le dessin, le rugby, on va y revenir aussi parce que c'est présent dans votre œuvre, bien sûr, et donc la littérature. Et pour ce dernier album, Jean Rambat, La pièce manquante, il y a donc au départ, si je puis dire, une rencontre entre deux génies du XVIIe siècle, c'est vous qui les qualifiez ainsi, Cervantes et Shakespeare. Il y a une sorte d'obsession sur ces rencontres ou ces parallèles entre Shakespeare et Cervantes, et dans ce cas précis, Cardenio est une pièce attribuée à Shakespeare, mais aucun manuscrit, aucune édition imprimée n'en a survécu. Mais en même temps, la pièce est Cardenio, c'est-à-dire une intrigue secondaire, on va dire, à l'intérieur du Quichotte. Peut-être que même lecteur du Quichotte, vous ne vous souvenez pas nécessairement des épisodes et des péripéties de cette histoire d'amour et désamour. Mais donc, du coup, il y avait là un objet qui n'existait pas, ou plus, mais qui était une rencontre effective entre Shakespeare et peut-être un auteur avec lequel il a écrit cette pièce, Fletcher, et le texte du Quichotte.
La voix de Roger Chartier, accompagnée d'une composition de Michel Richard de Lalande, Les Folies de Cardenio. Jean Rambat, vous l'avez reconnu, Roger Chartier, c'est l'historien du livre et de la lecture qui a d'ailleurs beaucoup travaillé sur cette pièce, Cardenio, qui est donc à l'origine une pièce de Shakespeare, une pièce qui a disparu, et Roger Chartier a essayé de la chercher, cette pièce. Oui, c'est l'occasion pour moi de le saluer. Il a été extrêmement aimable avec moi, c'est un grand historien du livre. Il m'a donné accès d'abord au livre qu'il a écrit, Cardenio, histoire d'une pièce entre Shakespeare et Cervantes, où j'ai puisé beaucoup de choses. Ça fait partie des grands plaisirs, des grandes joies quand on fait un livre comme ça, de s'intéresser aux travaux des spécialistes, de Roger Chartier, Michael Edwards aussi, grand spécialiste de Shakespeare, qui a écrit sur les comédies d'été, comme il dit. Et Roger Chartier, oui, a mis au jour les liens complexes entre Shakespeare et Cervantes à travers cette pièce disparue. Beaucoup de pièces de théâtre ont disparu au XVIIe siècle, Shakespeare 2 essentiellement, donc Cardenio, qui a la particularité d'être inspiré de quelques chapitres du Quichotte. Et cette pièce, bizarrement, elle réapparaît sur le devant de la scène un siècle plus tard, au XVIIIe siècle, au moment où le théâtre anglais s'est transformé. Un des deux grands éditeurs de Shakespeare prétend avoir mis la main dessus, et elle redisparaît à nouveau. Et c'est dans ce moment-là, avec les habits de la BD d'aventure, de la comédie d'aventure, que j'essaye de parler du livre, des grands livres, de la rencontre un peu de ces grands esprits, Shakespeare et Cervantes, mais dans une bonne humeur qui, j'espère, aussi reflète celle des comédies de Shakespeare. C'est en écoutant une conférence de cet historien, Roger Chartier, donc sur ces pièces perdues de Shakespeare, qui me vient l'idée de vous aussi chercher en quelque sorte cette pièce. En tout cas, c'est ce que vont faire les personnages de votre bande dessinée. Vous cherchiez à l'origine l'objet d'une chasse au trésor, c'est ça? Il fallait que ce soit un livre? Il fallait que ce soit un livre. Bon, c'était une façon de renouveler un peu la quête au trésor, mais aussi je voulais suggérer que les grands livres nous parlent. On peut entretenir une relation vivante au livre, et que en soi la littérature est un trésor en quelque sorte. C'est ça ce que veut dire un peu ma bande dessinée, et que les grands livres nous font participer à une vie commune comme ça, et appartiennent à tout le monde. Chacun il trouve des ressources, et les personnages de ma bande dessinée, quelle que soit leur origine, vont à la recherche de ce trésor-là. Et la vie est mouvement, de toute manière. La vie est mouvement vers les idées, vers le savoir, et c'est ça que représente ce grand livre disparu, peu importe ce qu'il avait à l'intérieur d'ailleurs. Peut-être que c'était un livre raté, allez savoir. Et d'ailleurs, vous parlez du livre, mais il y a aussi l'auteur, puisque Shakespeare, il ne cesse d'inspirer encore aujourd'hui. Chacun va puiser dans son œuvre, dans son histoire aussi, quelque chose qui inspire, qui rassure aussi. Il y a un mystère, hein, il y a une étrangeté chez Shakespeare. Il y a une pensée évidemment qui traverse son œuvre, une pensée qui est enseignante. On peut chercher à comprendre ce qu'il voulait dire, se mettre à l'école de Shakespeare en quelque sorte. Je pense que les grands textes proposent ça. Dans ces comédies, est-ce qu'il y a quelque chose de rassurant? Mais il y a quelque chose d'inquiétant en même temps. Michael Edwards, dont je parlais plus tôt, a dégagé trois mouvements dans les comédies de Shakespeare. D'abord, on avance dans l'allégresse, dans la bonne humeur, et puis il y a une partie où apparaît le mal, la menace du mal, et enfin ça termine sur une sorte de bonne humeur renouvelée, de joie, d'allégresse retrouvée, mais transformée par cette présence du mal, et une nouvelle entente, dit-il, un élargissement du monde. Et là, il y a quelque chose qui est à la fois rassurant peut-être, mais aussi profond, qui nous fait quelque chose de doux amer, qui nous fait peut-être accepter la possibilité d'harmonie entre les hommes et les femmes, entre les hommes d'origines différentes. Et c'est souvent cette fête finale dans
Et Tarandole. Voilà, qui nous met de si bonne humeur et qui nous rassure aussi sur la possibilité d'une harmonie dans le monde. Et c'est vrai, Jean Arambat, qu'on retrouve dans votre bande dessinée, donc la pièce manquante chez Dargaud, cette bonne humeur, cet humour aussi, cet esprit d'aventure, parfois aussi un peu de violence, faut bien le dire, même si c'est évidemment pas le trait majeur. Alors l'histoire, je vais la raconter tout de même, cette pièce Cardenio, écrite par Shakespeare, est donc l'objet de cette chasse au trésor, c'est pas facile à dire. On est en 1744 et Margaret Peg Woffington, Peg, pour son petit prénom, son petit surnom, actrice vedette donc d'un théâtre de Londres, rêve, même si elle est déjà sur les planches et sur scène, de jouer un grand rôle féminin. Parce qu'à l'époque, les actrices sont donc sur scène, mais en pantalon, et c'est pour ça qu'on vient les voir, plus que pour le rôle qu'elles incarnent, c'est ça ? C'est ça, on allait les voir en pantalon moulé. Et alors, dans mes recherches, je suis tombé sur ce personnage, cette actrice irlandaise qui voulait échapper à ses rôles un peu trop sexy. Elle voulait jouer des grands rôles. Et je trouvais intéressant d'accompagner cette femme qui veut pas copier les hommes, égaler les hommes. Elle veut un grand rôle féminin. Et alors, c'est dans ce but-là qu'elle se met en tête d'incarner Dorothea, ce personnage qui apparaît dans le roman de Cervantes et qui était un des personnages principaux de la pièce qu'en a fait Shakespeare. C'était un beau personnage, j'en ai trouvé un autre et j'étais heureux d'accompagner ces héros dans leur recherche. Avant de parler du deuxième personnage qui forme ce duo d'aventure, peut-être sur Dorothea, qu'est-ce qu'on en sait ? En quoi est-ce que le rôle de Dorothea est ce grand personnage féminin qu'une actrice veut vouloir jouer à cette époque-là ? Alors, j'ai sans doute un peu... parce qu'évidemment, on a une idée de la trame de cette pièce perdue, de Cardenio. Il y a deux duos amoureux, il y a Fernando, un méchant à qui il sera pardonné, mais qui vole la fiancée de son copain, en quelque sorte. Et Dorothea était, elle, une paysanne... fiancée à Fernando, et alors elle fait preuve d'un esprit d'initiative assez étonnant. Elle se déguise, elle aussi, comme les héroïnes de Shakespeare. Elle se défend d'agression de la concupiscence d'un berger. Elle mène une enquête. Et je ne sais pas si elle avait un rôle aussi important dans la pièce, mais moi, je voulais la mettre en avant comme un rôle fantasmé par Peg Woffington, qui, elle, était connue pour ses rôles en pantalon, ce qu'on appelait les rôles en pantalon, ces femmes qui jouaient des rôles masculins au XVIIe siècle anglais, et les gens allaient voir les jambes des comédiennes. Et effectivement, Peg, elle jouait dans ces sortes de comédies musicales, comme ça, elle jouait le rôle d'un brigand, elle chantait, elle dansait, et dans sa carrière, elle a évolué vers des rôles shakespeariens plus profonds. Et puis, elle véhiculait pour moi ce que représente une Irlande, peut-être de carte postale, mais que j'aime beaucoup, de poésie, de chansons, de gaieté. Un peu, j'avais le souvenir de Maureen O'Hara, qui était une comédienne irlandaise à Hollywood que j'aimais beaucoup enfant. Et Dorothea, c'était aussi le pardon, la réconciliation, cette douceur shakespearienne aussi, pour laquelle je trouve qu'il est bon de revenir aujourd'hui. Alors, dans la pièce manquante, Peg Woffington, donc, est accompagnée d'un autre personnage réel, puisque tous les personnages dont on parle sont réels. Vous avez fait un vrai travail de documentation solide. Vous avez échangé, on l'a dit, avec Roger Chartier, l'historien dont on a écouté la voix au début de l'émission. Le deuxième personnage de ce duo, c'est Ignatius Sancho. Alors, évidemment, comment ne pas penser à Cervantes, puisqu'il s'appelle Sancho, puisqu'il ressemble à l'écuyer de Don Quichotte, et lui aussi, il a une existence étonnante. Oui, alors j'ai un peu forcé l'histoire parce qu'il n'était pas majordome au service de Peg Woffington, mais il a croisé très certainement, ils avaient des amis en commun. Et il a été baptisé Sancho à cause de sa ressemblance avec l'écuyer de Don Quichotte. Et c'était un personnage qui a été le premier anglais d'origine africaine à voter à des élections anglaises, qui était né, dit-on, sur un bateau esclavagiste, qui a joué aux cartes, qui a gagné, perdu de l'argent, qui a créé une épicerie qui était une sorte de salon littéraire, qui a écrit de la musique et qui a mis en musique les chansons de Shakespeare aussi. Et dans ma bande dessinée, c'est une sorte d'impresario. C'était sans doute quelqu'un de surdoué qui connaissait et qui aimait la littérature. Et dans ma BD, c'est lui qui guide Peg comme
comme un scapin anglais qui accompagne Peg en direction de ce manuscrit perdu. C'est toujours délicat de retranscrire tout ce qu'on a accumulé dans la documentation en bande dessinée, parce qu'il faut que c'est des récits légers, il faut que ce soit limpide et un peu enlevé, mais quand on trouve des beaux personnages comme ça, on a envie de les soigner, de les mettre en avant. Alors il y a l'histoire des péripéties, donc on pense trouver le manuscrit, il réapparaît, il a été réécrit, ensuite il disparaît à nouveau. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'intrigue, mais ça c'est l'histoire, effectivement, comme vous le disiez, un peu divertissante, qui nous emmène et qui nous fait rire. C'est le plaisir de cette lecture, mais il y a aussi dans cette bande dessinée, une sorte d'invitation à la réflexion avec des thèmes qui sont des thèmes de débat contemporain. Aujourd'hui, si vous choisissez Peg Woffington, c'est parce que c'est une femme qui se bat aussi pour exister en tant que femme dans ce milieu du théâtre. Il y a aussi ce Sancho qui est un personnage noir qui, même si ce n'est pas à l'époque en Angleterre quelque chose de rare, mais il se fait face aussi à ces questions de racisme. Donc ça, c'est un sous-texte, ou c'est aussi quelque chose qui vous porte tout au long de la création? Alors, ce sont des choses qui apparaissent d'abord spontanément dans ma documentation. Je tombe sur ces personnages-là, je ne vais pas les chercher, j'éprouve pour eux une certaine admiration, et donc j'ai envie de les faire vivre à ma manière. D'autres fictions abordent ces thèmes-là avec peut-être plus de sérieux que moi, mais dans ma bande dessinée, ce que je trouvais peut-être amusant, intéressant, nouveau, c'était d'associer ces thèmes-là au XVIIIe siècle et à ce que peut signifier la littérature avec un grand L, si je puis dire, et comment il y a l'espérance d'une humanité commune beaucoup plus forte que ce qui sépare, en fait, sépare les hommes et les femmes, les hommes d'origine différente. Et ça, je le trouvais dans l'histoire, et c'est quelque chose qui me paraît important de répéter. Shakespeare est une ressource presque inépuisable, et où chacun, quelle que soit sa classe, son origine, son sexe, peut trouver, oui, de la valeur, de l'intelligence, des ressources. Et c'était ces thèmes-là que je voulais aborder. En général, je commence par la forme elle-même. Et si j'écris une nouvelle, par exemple, alors je vois toujours très clairement le commencement et la fin. Mais la zone entre le commencement et la fin, ça, il faut que je le découvre, que je l'invente, que je le fabrique. Et parfois, je l'invente mal, ou je me trompe d'époque, ou je ne trouve pas le nom juste pour le caractère. Je commence en général comme ça. Puis, après quelques temps de regarder, je découvre, non, ce n'est pas un poème, c'est un récit, ce sera un récit en prose. Alors, quelle époque me convient-il? Alors, je médite un peu, puis tout à coup, je vois que tout cela doit se passer dans un Orient, enfin, plus ou moins lointain et imaginaire, au commencement du XXe siècle. Mais tout cela vient après. Je commence par entrevoir une forme, comme si l'on voyait une île. Donc, on ne voyait que les deux, par exemple, que l'Est et l'Ouest. Tout ce qu'il y a entre eux, tout ça, il faut le peupler. Les midis de culture, Nicolas Herbeau. On poursuit notre rencontre avec Jean Arambat sur France Culture, avec la voix de Jorge Borges, exactement en 1979, qui parle ici de sa manière d'écrire, le point de départ, le point final, et puis la créativité, l'invention entre les deux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oh, j'aime beaucoup Borges, il a beaucoup compté pour moi. On sent d'ailleurs dans sa voix sa roublardise, cette espèce de fausse modestie. Il y a un jeu évidemment. Bon, Borges, il avait dit à Alberto Manguel un jour, n'hésitez pas à vivre en compagnie des livres. Il y a cette foi dans la compagnie des livres, dans la compagnie des œuvres, dans ce monde, ce vaste monde que représentent les livres, les grands livres. Et ce jeu littéraire qu'il a fait constamment autour du Quichotte, souvent autour de Shakespeare, il y a une malice dans la façon de créer des intrigues autour de ça, et de faire réfléchir sur ce qu'est l'objet livre, cet objet paradoxal, bizarre. Il y a aussi un goût pour la forme courte chez Borges,
qui est utile pour la bande dessinée parce qu'évidemment on est dans quelque chose de réduit, l'image compte, la lecture peut être rapide, il faut condenser des choses dans une BD. Et Borges nous a montré qu'on pouvait, dans des formes très courtes, des nouvelles ou des poèmes, faire des choses extrêmement puissantes. Et il avait aussi un goût pour la poésie héraclitéenne, l'unité des contraires, le fait qu'il n'y a pas le bien sans le mal, que la vie est sur fond de mort. Quelque chose qu'on retrouve chez Shakespeare aussi, le caractère passager de notre existence. Et c'est quelque chose là que j'essaye aussi de répéter à ma manière dans les bandes dessinées que je fais. Il y a évidemment des références, des citations, ce qu'on appelle aussi l'intertextualité, des mises en abîme, parce que l'idée c'est, avec le format qu'est la bande dessinée, ce support-là, d'envoyer le lecteur vers d'autres lectures, de lui signaler une direction vers d'autres œuvres. Jean Rambat. Oui, il y a une invitation vers d'autres livres, bien sûr. Les livres parlent des livres. Les livres sont des passerelles vers d'autres livres. Quand j'étais enfant, j'évoquais Hugo Pratt. J'aimais bien Hugo Pratt parce qu'il y avait justement ces portes ouvertes vers d'autres savoirs, d'autres livres. Mais c'est pas seulement les livres en tant que forme. Je pense que les grands livres ont des choses à nous dire sur l'existence et notamment Shakespeare, qui a pas seulement une forme consolante dans les comédies de Shakespeare, mais c'est aussi une conscience plus profonde de notre existence, du fait que il n'y a pas le bonheur sans le malheur. Il faut accepter une part de malheur pour peut-être avoir bénéficié d'une joie plus profonde, même si elle est temporaire, même si elle est passagère, que on a besoin de cette douceur pour accueillir l'existence avec plus de façon paisible. Et voilà, cette écoute des livres-là, ça fait partie de ma vie. Hein. Moi, je vis ça, j'essaye de le répéter à ma manière, autrement par la bande dessinée. Alors justement, vous naviguez entre les genres dans vos œuvres et vos bandes dessinées. On l'a dit, entre fiction et non-fiction, puisque aussi vous portez, on l'a dit, une attention particulière à l'histoire. Votre premier album, Les Invisibles, raconte l'histoire d'un jeune Gascon, Bernard d'Audijos, une figure des Landes, là où vous êtes né. Une histoire peu connue, qui est celle des révoltés contre la gabelle. On est au XVIIe siècle, qui a d'abord été publié comme un feuilleton dans le journal Sud-Ouest, puis en bande dessinée, c'était en 2008 chez Futuropolis. C'est l'occasion, au-delà de cette œuvre-là, mais de revenir sur ce parcours. On l'a dit, vous avez voyagé, et vous revenez au début des années 2000, donc dans ces Landes. Comment ensuite vous arrivez à la bande dessinée ? Par hasard, avec de la chance comme toujours. Bon, le dessin m'avait jamais vraiment quitté. Il y a une mode au début des années 2000 pour le carnet de voyage. Et là, j'ai pu bénéficier de cette mode-là. Les journaux ont ouvert leur page au reportage illustré, chose que je pratiquais un petit peu de mon côté. Alors j'ai pu présenter mes premiers reportages dessinés. À cause de mes études littéraires, je pouvais écrire un peu des textes, je pouvais les accompagner de dessins et arriver avec quelque chose d'un produit tout fait en quelque sorte pour des journaux. Je pensais pas vraiment vivre, faire ça juste pour le plaisir, en tout cas pour avoir des belles aventures et grâce à j'ai envie de les nommer, hein, des gens comme Yves Arté qui était rédacteur en chef de Sud-Ouest à l'époque, Prix Albert Londres, Prix Albert Londres, d'autres, Alain Frachon au journal Le Monde, des gens comme ça m'ont accueilli dans leur page et puis ça m'a donné confiance. Je me suis dit tiens, mais peut-être que je peux gagner un peu d'argent et voir vivre du dessin et de l'écriture. J'avais en tête évidemment de faire de la bande dessinée, mais ça demande une pratique. J'étais pas tout à fait sûr de moi au début. Puis on m'a invité à faire une BD en feuilleton et je me suis souvenu d'Alexandre Dumas, bien sûr, mais aussi de ces histoires qu'on me racontait enfant sur les révoltés de la Gabelle en Gascogne. Et ça a été ma première bande dessinée qui était à la fois locale, régionale, un peu littéraire, puisqu'il y avait ces références à Ulysse et Dumas, et que j'essayais de traiter graphiquement dans une certaine tradition de BD indépendante, on va dire. J'essayais de combiner tout ça.
comme toujours, parfois en visant dans différentes directions, parfois on se plante, hein, on fait ce qu'on peut, mais voilà, j'étais heureux de cette première BD malgré tous ses défauts. Alors il y a le plaisir de aussi faire découvrir là d'où on vient, ces personnages que l'histoire a parfois oubliés. Ça on l'a dit avec les Invisibles. Et puis il y a aussi un peu une façon de parler de soi dans la bande dessinée, avec en même temps que la jeunesse. C'était chez Actes Sud BD, là où vous racontez vos expériences de rugby dans tous les pays du monde. Et puis comme vous parliez de Dumas, effectivement, je ne peux pas ne pas mentionner l'adaptation que vous avez faite de Hermiston, qui est donc ce roman inachevé de Robert Louis Stevenson. Vous avez une forme de comment on dit, palette. De palette, oui, qui est très large. Vous n'avez pas peur du défi, aller adapter un roman inachevé, aller inventer la fin d'un roman inachevé de Stevenson. Ça vous a pas effrayé? Alors, vous connaissez l'histoire du type qui saute sur le cactus et qui dit sur le coup, ça m'a paru une bonne idée. Oui, alors j'ai une curiosité qui m'amène dans différentes directions, mais c'est le plaisir de ce métier, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr du résultat. Est-ce qu'il sera réussi? Est-ce qu'il y aura un lectorat important ou pas? Mais par contre, la recherche elle-même, la trajectoire elle-même est source de joie, d'apprentissage. Et mes goûts pour différents pays, différents univers littéraires, pour l'histoire, pour le local, l'universel, m'entraîne dans des différentes directions. J'essaye de ne pas m'éparpiller, parce qu'il m'arrive aussi de changer de style graphique. Et alors, parce qu'à chaque comme c'est des thèmes très différents, parfois je traite ça graphiquement de façon un peu différente. J'essaye de trouver le bon dessin. Bon, quand les livres sortent, je me dis, bon, là, quelle drôle d'idée d'avoir fait ça. Et puis après, les années passant, je me dis finalement, c'est pas si mal. Je bénéficie aussi, je le précise, du compagnonnage de deux coloristes qui, sur ces albums très différents, me conseillent et m'aident pour la mise en couleur de mes livres. Alors justement, parlons-en de la mise en couleur pour la pièce manquante et du style, puisque je l'ai dit, c'est un triptyque. Il y a eu Opération Copperhead, qui était une forme de comédie d'espionnage. Il y a eu le Detection Club, une comédie policière, et donc cette comédie d'aventure, ce troisième volet de ce triptyque, la pièce manquante. Là, vous avez modifié votre style. Oui, un petit peu. C'est vrai que les deux premiers étaient dans un graphisme un peu vintage, on va dire, années 50-40. J'aime bien puiser dans l'histoire du dessin aussi une sorte de direction artistique. Moi-même, n'ayant pas de formation artistique, comment dire, je cherche des astuces. Vous tâtonnez un peu? Oui, oui, j'arrête pas, mais j'essaye de trouver quelque chose qui puisse avec mes qualités graphiques, puisse s'accommoder de ça. Et alors, j'avais trouvé une forme de dessin assez simple, un peu qui renvoyait à ce dessin des années 50, très épuré, très schématisé, qui convenait à ces histoires autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et en dessinant le XVIIIe siècle anglais, j'avais commencé à dessiner comme ça, et puis je trouvais que c'était d'une part un peu anachronique, et c'était se priver d'une tradition de caricature anglaise autour de Thomas Rowlandson, par exemple, d'autres illustrateurs, Cruikshank, qui ont, comme des reporters, ont dessiné l'Angleterre de l'époque de façon bigarrée, grotesque, et ça se prêtait aussi au rire de Shakespeare, qui s'appuie pas sur le ridicule, le rire de Shakespeare. Donc il faut trouver une caricature comme ça qui soit à la frontière qui soit pas dans le risible, mais dans une forme de joie, de débordement. Mais Rowlandson, c'est quand même un caricaturiste. Il y a quelque chose de la satire aussi, sociale, sociétale, morale. Chez Rowlandson, oui, il a une forme de cruauté, mais il y a d'autres. Il n'est pas tout seul. Il y a une longue tradition de dessin. Je pense à Quentin Blake au XXe siècle, qui est aussi dans un dessin comme ça une bonne humeur qui est moins sévère que Rowlandson. Mais l'avantage de Rowlandson, c'est qu'il a tout dessiné. Donc je piochais, j'envoyais à mon coloriste Jean-Jacques Rouget, j'envoyais telle illustration. Il a dessiné un marché, il a dessiné la forêt, les bandits, les nobles. Et graphiquement, c'était pour moi une ressource inépuisable. Maintenant, j'ai un bloc
de l'eau. Et ça, c'est de l'eau, tout simplement. Il n'y a pas de couleur. Et je le mets par-ci, par-là, sur le corps. Et puis, ça c'est un bleu vert. Une couleur assez sous-marin. Alors il y a un mouvement de l'aquarelle sur le corps qui, j'espère, qui peut suggérer le mouvement sous l'eau. Et ça, c'est quelque chose, c'est impossible de l'organiser parfaitement. C'est encore cette situation de jongler avec l'aquarelle et de l'espérer que, avec un peu d'expérience qu'on a fait plusieurs fois, on apprend comment le faire avec un peu de chance. C'est un accident organisé. Ça vous fait sourire, Jean Arambat, parce que cette idée de l'accident organisé et de la chance, c'est aussi votre façon de faire? Oui, c'est ma façon de faire, ma façon de voir le monde aussi, parce que il faut accepter cette part d'accident, d'incertitude, c'est peut-être aussi ça, les leçons des comédies de Shakespeare, c'est accepter de perdre pied pour à nouveau reprendre appui. Il est formidable, Quentin Blake, parce qu'il a aussi cette modestie peut-être plus sincère que Borges, mais il a fait des livres où il parle très très bien de son métier. Et pour moi, c'était des lectures très intéressantes sur comment en bande dessinée, c'est une succession de dessins figés, mais comment le trait lui-même peut amener le mouvement dans la succession de dessins, comment la couleur ne doit pas épouser exactement le trait, dire autre chose. À la fois, cette simplicité, cette profondeur, voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer et c'est un très grand dessinateur. Sur l'idée qu'on vient donc d'entendre, si ce n'était pas clair, l'illustrateur et écrivain britannique, et qui donc parle de cet accident organisé, c'est, je disais, votre façon de faire, parce que vous aussi, vous aimez ce côté irrégulier, ce côté pas trop travaillé, si je puis dire, sans vous heurter. C'est pas parce que c'est mal fait, c'est parce qu'il y a quelque chose du geste. Oui, parfois c'est mal fait, sans doute aussi. Mais en tout cas, je cherche ça. Alors ça demande une combinaison très délicate entre la maîtrise et la perte de contrôle pour faire apparaître une forme de beauté qui n'est pas dans le contrôle pur. Peut y avoir quelque chose de très froid dans le dessin très contrôlé. Et cette vie qu'amène le dessin... c'est un mystère, hein. Si on savait comment la nommer, on la constate chez certains grands dessinateurs, mais parfois quand on dessine et qu'il y a quelque chose qui apparaît d'imprévu et de beau en même temps, ça crée des moments d'euphorie quand on est dessinateur. Là, on tient quelque chose. Le problème de la bande dessinée, c'est qu'il faut une forme de constance aussi, il faut répéter ce geste-là, ce dessin-là. Et pour le meilleur ou pour le pire, c'est vrai que je change un peu de style graphique et parfois j'ai la crainte de ne pas contrôler complètement mon dessin. Mais quand je pense à ça, je pense aussi souvent à Hokusai qui disait que jusqu'à 70 ans, ce qu'il avait fait ne valait rien. Donc ça me laisse encore un peu de marge de manœuvre. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, Jean Arambat, que vous avez un style, justement? Et si oui, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui qu'au début? Alors, certains lecteurs ont l'amabilité de me le dire, mais moi je trouve pas complètement. Il y a des choses que je fais mieux, c'est certain, ou qui me font moins peur. Je pense peut-être avoir un style dans l'ensemble, dans le texte et le dessin réunis, d'avoir quelque chose, en dépit de la diversité des sujets, d'avoir des livres qui ont une familiarité les uns avec les autres, et qu'il y ait, voilà, peut-être quelque chose qui traverse ces livres-là, une façon oui, de regarder le monde, je ne sais pas trop comment dire, sans paraître prétentieux, mais que les lecteurs peuvent retrouver d'un livre à l'autre, quel que soit leur sujet. Un état d'esprit?
Oui, j'espère. Et puis j'espère aussi que je fais mon mieux à chaque livre et quels que soient leurs défauts, si on accepte les défauts comme les accidents, j'espère qu'on y trouve une moisson particulière dans chaque livre. On n'a pas parlé de la couleur, on va y aller. Vous avez cité Jean-Jacques Rouget avec qui vous travaillez, avec son épouse aussi. Ce sont vos deux coloristes. Oui, depuis le début, parce que assez vite après ma première bande dessinée, Les Invisibles, j'avais travaillé sur le monde agricole pour la revue 21 avec Patrick de Saint-Exupéry, qui lui aussi a fait partie des rédacteurs en chef qui m'ont fait travailler à mes débuts. Et il fallait mettre ce monde agricole en couleur, et je m'étais tourné vers Isabelle, qui était la coloriste d'un camarade, Nicolas Dumonteuil. Et depuis, Isabelle et Jean-Jacques, qui ont une expérience dans l'illustration plus grande que la mienne, ont accompagné mes pas dans la bande dessinée en essayant de servir au mieux mon dessin. Et c'est un métier dont on ne parle pas toujours, donc je suis heureux aussi de citer leur présence et leur collaboration. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté, Jean-Jacques Rouget, dans la pièce manquante? Une lumière, une couleur, une atmosphère? Oui, il a mené tout ça dans un dialogue, un échange. J'essayais de lui parler de ce rire, de l'émerveillement qu'évoque Michael Edwards, et de traduire ça avec une lumière qui soit qui renvoie à l'illustration du 18e et qui accompagne certains mouvements du récit. Vous avez parlé de la violence, je ne suis pas très fort pour dessiner la violence, mais je voulais qu'il y ait cette présence du mal à un moment, du risque de la mort. Il y a une scène au cimetière aussi, et je voulais qu'il appuie par la couleur sur ces moments-là d'une certaine manière, avant une atmosphère finale plus dorée, avec peut-être une teinte de légère amertume aussi, mais d'une douceur comme ça qui traverse par le dessin et la couleur. Et comme chez tous les deux, il y a une grande écoute, et je crois que le résultat de la couleur est réussi. Ça fonctionne, effectivement. Jean Rambat, ça s'appelle La pièce manquante. Votre dernière bande dessinée est donc disponible aux éditions d'Argo. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Merci beaucoup, Nicolas. Nous terminons, Jean Rambat, chaque émission en musique. Et nous avons sélectionné 2 chansons, l'une en référence à Shakespeare, l'une en référence à Cervantes. Laquelle souhaitez-vous écouter, Shakespeare ou Cervantes? Je dirais Shakespeare quand même, parce qu'il a écrit des chansons. Je n'ai pas lu Shakespeare, Shakespeare est pire encore. La seule chose qui m'attire, c'est la chambre c'est la chambre c'est la chambre de l'or. À bord de ton navire, quand nous prenons la mer, je tangue et je chavire. J'ai le ciel en bas, j'ai le ciel en bas. C'est pas tout à fait Shakespeare qui a écrit cette chanson, en fait. C'est France Gall qui chante Shakespeare et pire encore. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Émission préparée par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Manon de la Selle, Laura Dutèche-Pérez, Lise Ripoche et Théa Corlaire. L'émission est réalisée ce midi par Margot Page et à la prise de son, c'est Valentin Bobinet. À demain.